Et puis on termine avec ces deux derniers points qui vont être importants, donc le point numéro 7 et le point numéro 8. Donc le premier, donc l'Ukraine a-t-elle déjà perdu? Donc ça c'est la question que je pose, que vous pouvez retrouver aussi un peu sur Géopolitique Profonde, c'était un peu le sujet ces derniers temps des vidéos. Si on regarde donc d'un point de vue économique, du point de vue donc à la fois ukrainien et russe, on regarde un petit peu factuellement, encore une fois, hein. Donc on a l'économie ukrainienne qui est en difficulté, on nous le dit, hein, l'économie ukrainienne en état d'urgence face à une guerre qui dure, donc l'article des Échos. Faut aussi signaler que 18% de leur territoire est occupé par les Russes, donc ça limite encore une fois la capacité économique du pays, hein. On a l'économie de la Russie qui, elle, se porte mieux. Alors elle a eu une baisse, hein, c'est vrai, au moment du début de la guerre et avec les sanctions, mais cependant, la croissance économique de la Russie en 2024 devrait dépasser celle de la zone euro. D'un point de vue militaire, on pourrait regarder plein de choses. Alors le nombre de morts, alors on va commencer par ça. Alors j'avais prévu de faire un point sur le nombre de morts de chaque côté pour estimer les pertes, donc dans le but d'anticiper les capacités un peu de chacun pour la suite du conflit. Mais en fait, j'ai perdu une heure à chercher l'introuvable. On trouve vraiment de tout, hein, des sources variées, soit ça vient de Kiev, soit ça vient de Moscou, soit ça vient des Américains. Et en fait, j'ai pas trouvé de source indépendante. Donc je passe directement au point suivant pour éviter une perte de temps. On peut aussi comparer donc les capacités de tir d'obus, et en fait derrière le nombre de tirs d'obus qui juste est un chiffre comme un autre, c'est aussi de savoir en fait la capacité industrielle qu'il y a derrière. Donc les troupes russes, elles tirent à peu près 50 000 obus par jour, alors que de l'autre côté on a l'Ukraine qui tire environ donc 5 000 à 6 000 obus d'artillerie par jour, donc on est sur de l'ordre du 10 fois plus, d'accord? Donc ça c'est pourquoi je vous donne ce genre de chiffres, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une différence en termes de réalité militaire sur le terrain, c'est-à-dire que si vous allez sur le front, vous allez prendre beaucoup plus d'obus côté ukrainien que côté russe, et puis surtout il y a une capacité industrielle qui a derrière l'un des pays, mais qu'il n'y a pas derrière l'autre pays. Et on va y venir par rapport aux aides, puisque l'Ukraine, on le sait, elle est en infériorité, c'est pas une surprise, à différents niveaux, en termes d'effectifs, de matériel, de qualité de matériel, et c'est un peu compensé par l'aide donc des pays occidentaux. Mais un arrêt des aides militaires et économiques venant des États-Unis, qui est bloqué notamment par les républicains, ça c'est un prélude à la fin de la guerre, ou un prélude à la paix. Parce que les États-Unis se remettent en position un peu plus neutre et sont un peu plus disposés à faire la paix. On pourra en rediscuter un peu avec Charles Gave. Donc par exemple, on a 106 milliards d'euros qui devaient être débloqués pour l'Ukraine et Israël. J'ai essayé de trouver le montant qui serait donné spécifiquement pour l'Ukraine, mais je n'ai pas trouvé. Mais en gros, comprenez qu'il y avait une enveloppe de 106 milliards de dollars qui était à répartir pour l'Ukraine et Israël, donc ce serait moins pour juste l'Ukraine. En tout cas, le Congrès américain bloque donc une aide cruciale pour Kiev. Et ça c'est quand même pas rien. Parce que, allez, on se dit qu'on coupe la poire en deux, il y en avait la moitié pour l'Ukraine, la moitié pour Israël. Ça fait quand même 50 milliards de dollars qui ne seront pas là pour l'Ukraine. Donc ce qui signifie des possibles pénuries de munitions et d'obus notamment. À cela, on pourrait aussi rappeler qu'il y aurait une possible intervention chinoise à Taïwan qui pourrait survenir un peu du jour au lendemain, ce qui viendrait encore ajouter un nouveau front. En plus de l'Ukraine, en plus d'Israël, il y aurait, je pense, cette difficulté à aider un peu tout ce beau monde. C'est-à-dire que derrière, il faut avoir une capacité en termes de production industrielle militaire qui soit très puissante. Donc vous pouvez voir hein, ici, c'est un secret pour personne, hein, sud-ouest, donc invasion de Taïwan, alors que l'étau chinois se resserre, quel scénario possible? Voilà, donc c'est une possibilité que la Chine envahisse Taïwan, et donc ça rajouterait encore une fois un front, et encore une fois un autre pays à aider. Et en partant de ça, il y a quand même une réflexion aussi à mener, c'est que les pays qui viennent d'entrer en guerre, généralement c'est sur eux qu'on va se focaliser, c'est-à-dire c'est sur eux qu'on va mettre peut-être le plus d'aide, parce que un pays qui est en guerre depuis plusieurs années, il y a une certaine lassitude qui rentre en compte. Donc si par exemple là demain la Chine devait envahir Taïwan, et que les États-Unis voudraient encore une fois essayer de défendre cette île, et bien là, j'imagine qu'on s'axerait plus en termes d'aide sur Taïwan que sur l'Ukraine ou encore sur Israël. Parce que c'est la nouveauté qui fait l'importance, entre guillemets. De leur point de vue, hein, je précise, hein, pas du bien. La capacité des membres de l'OTAN, qui est quand même peut-être à relativiser, parce que c'est vrai que si on entend les discours un peu guerriers ces derniers temps des pays de l'Occident et notamment européens, on a l'impression qu'on pourrait du jour au lendemain renverser la tendance si on y envoyait nos hommes. En fait, en France, on pourrait envoyer 19 000 hommes, donc c'est-à-dire une division d'ici 2027,
Rapidement, on pourra envoyer, pour être précis, on pourra envoyer 1000, 2000, 3000 soldats, je sais plus, 1000 je crois, qui sont en Roumanie et qui, eux, pourraient s'implanter assez vite sur le champ de bataille. Mais en gros, on pourrait envoyer 19 000 hommes d'ici 2027. La question, c'est qu'est-ce que ces 19 000 hommes pourraient faire, sachant qu'en face, il y a plus d'1 million de soldats. Faut aussi rappeler que la France a à peu près 4 jours de munitions et qu'on a pratiquement plus d'industrie. Et puis pour terminer sur la France, on a cet article de Le Point qui nous dit que en cas de guerre de haute intensité, la France tiendrait un front de 80 km, ce qui est ridicule, hein. Et maintenant qu'on a démontré que la France, donc on était un pays très limité en capacité militaire, c'est rien de le dire. Et bien maintenant, cerise sur le gâteau, la France est devenue le leader de la puissance militaire de l'Union européenne. C'est-à-dire que les capacités militaires que je viens de vous montrer, c'est ce qu'il y a de mieux en Europe. Donc je pense que tout ça vise vraiment à montrer que les capacités de l'OTAN sont vraiment plus que limitées, hein. Les seuls pays qui ont conservé une puissance militaire au sein de l'OTAN, on y viendra tout à l'heure, c'est les États-Unis et la Turquie, hein. Donc depuis quelques années, l'Europe, elle est globalement désarmée. Depuis des décennies, elle ne représente pas une menace existentielle. Vous voyez ici Libération, l'Union européenne désarmée face à l'invasion russe en Ukraine. Trop prompte à se reposer sur l'OTAN et les États-Unis, l'Europe paye aujourd'hui le prix d'années d'aveuglement, ignorant les signaux d'alarme et négligeant son outil militaire en dépit d'avertissements répétés de la France notamment. Voilà. Et puis, seuls les États-Unis et la Turquie, hein, qui sont au sein de l'OTAN, eux ont conservé une armée puissante. C'est-à-dire que quand on parle de l'OTAN, faut être précis, c'est clairement les États-Unis et la Turquie qui, eux, ont une armée qui est importante. Et c'est clairement de là-bas que ça se décidera, mais surtout des États-Unis, hein. Et puis je vous mets en guise de rappel le petit passage de Charles Gave sur l'OTAN et sur le point de vue isolationniste de Trump. Je vous mets juste avant ça le petit article que je vous ai sélectionné. Donc Donald Trump nous place face à nos responsabilités selon Étienne Guernel, donc sur RTL. L'agent orange, comme ses adversaires le surnomment parfois, est peut-être en train de nous réveiller. Donc effectivement, c'est la vision que partage Charles Gave, c'est que Trump commence à se rapprocher d'un point de vue isolationniste, c'est-à-dire à ne plus développer l'OTAN et ses bases militaires, mais plutôt à juste défendre son propre territoire. Ce qui signifierait une fin de l'aide à l'Ukraine complète. Je vous laisse avec le passage. C'est qu'on est maintenant dans un monde où les États-Unis vont avoir des problèmes budgétaires monstrueux, puisqu'ils ont des déficits budgétaires qui sont complètement hallucinants, et qu'ils ont 3 grands postes dans leurs dépenses dans lesquels il faudra couper, hein. C'est la sécurité sociale, vous pouvez toujours brosser pour la couper parce que vous n'êtes pas réélu et puis il n'y a pas de raison. C'est le service de la dette, vous ne pouvez pas le couper. Et le 3e, c'est la défense. Donc ce que Trump est en train de dire, de façon très nette, c'est « je n'ai plus l'intention, si je suis élu président des États-Unis, de défendre l'Europe. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde plus. C'est à vous d'organiser. » Et donc c'est là où je reviens à ce que j'ai dit, c'est qu'on va tout droit vers... Il y a toujours une armée dans un pays. Si ce n'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Depuis 40, 50 ans, c'était l'armée du pays d'à côté, c'est-à-dire que l'armée européenne, c'était l'armée américaine. Si les Américains ne peuvent plus assurer notre défense, eh bien, il y a 2 armées en Europe qui se présentent en disant « moi, je veux bien assurer la paix en Europe ». La première, c'est l'armée turque et le 2e, c'est l'armée russe. Donc le choix que vont faire les Européens, si Trump est réélu, c'est qu'il va leur dire « je ferme les bases en Europe, je m'en vais ». Et j'en ai rien à foutre de vous, après tout, vous ne m'intéressez pas. Il n'y a pas de raison que les États-Unis dépensent de l'argent pour défendre une Europe qui ne se défend pas. Et à ce moment-là, il faudra choisir entre les Russes et les Turcs. Donc ce que fait Trump, c'est qu'il est bien gentil, il nous prévient. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'était pour le passage avec Charles Gave, et puis un petit rappel historique, ça fait pas de mal. En 1943, donc après la défaite à Stalingrad, la guerre en fait elle est déjà perdue pour l'Allemagne. C'est-à-dire qu'un historien qui regarde toute la chronologie, il y en a qui vous diraient même que la guerre a été perdue dès 1939, parce qu'en fait l'Allemagne n'avait ni les ressources démographiques, ni certaines ressources qui lui manquaient, notamment le pétrole. Et qu'en fait, en 1939, elle avait déjà perdu la guerre, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est-à-dire que si on regarde sur du long terme, en termes de capacité militaire, énergétique, en termes de ressources importantes spécifiques pour la guerre, eh bien, en fait, on se rend compte quelques années avant la fin de la guerre que l'Allemagne a déjà perdu. C'est un petit peu le parallèle que je veux faire ici, c'est que sans doute que nous en sommes à ce stade-là, c'est-à-dire que on peut peut-être dire que l'Ukraine a déjà perdu, même si ça ne signifie pas que d'ici là, il n'y aura pas encore des retournements de situation, ça ne signifie pas qu'à partir de là, il n'y a plus de morts, ou qu'il n'y a plus de confrontation, ou qu'il n'y a plus de bataille importante, mais que les dés sont jetés, en fait, tout simplement. Et puis, si défaite de l'Ukraine il y a, il faut quand même le prendre en compte, ça signifie défaite de l'Occident au sens large. Et c'est une défaite qu'il faudra assumer. Et ça, on va en parler juste après, des possibilités de narratifs qui pourraient nous être données par rapport à ça.
Et puis la solution qui en découlerait, si des fois l'Ukraine devait perdre cette guerre, la solution qui serait sûrement mise en place, c'est le respect de la sécurité du territoire russe. C'est ce qui a fait défaut, et c'est pour ça qu'on en est réduit à cette guerre, c'est que, je l'ai prouvé tout à l'heure, c'est parce que la Russie était en insécurité par rapport à l'Ukraine, et avec des bases de l'OTAN sur son territoire, plus une possible arme nucléaire sur son sol, tout ça contribue à faire que la Russie n'avait pas de sentiment de sécurité. Et quand vous avez un pays aussi important que la Russie ou les États-Unis ou autre, qui n'a pas de sentiment de sécurité, automatiquement ça débouche sur des choses qui sont néfastes. Donc avec une Ukraine, si elle existe encore, parce que c'est encore difficile de dire est-ce qu'il y aura encore une Ukraine ou pas, qui ne serait pas dans l'OTAN, qui ne rechercherait pas à obtenir l'arme nucléaire et qui serait sous influence russe. À ceux qui sont outrés parce que l'Ukraine devrait être sous influence russe, c'est en fait la géographie du monde et c'est aussi le concept de glacis protecteur sur lequel on va venir tout de suite. C'est pas rien si la Belgique, qui se trouve entre l'Allemagne et la France, elle ne constitue une menace ni pour l'un ni pour l'autre. Je pourrais donner le même exemple qu'avec la Suisse. Tout ça, c'est des pays qui, en fait, sont à côté de monstres. La Belgique, la Suisse, pendant toute l'histoire de l'humanité, ils étaient à côté de deux monstres, la France et l'Allemagne, qui s'entretuaient souvent. Et c'était important pour la France et l'Allemagne que la Belgique et la Suisse restent des pays qui soient insignifiants sur le plan militaire et qui ne constituent aucune menace. Si demain la Suisse, elle commence à avoir un gouvernement qui est plus trop en lien avec la France et qui commence à se doter de l'arme nucléaire, je peux vous dire qu'en France ça va faire réagir. Donc ça c'est important parce que si vous comprenez pas le principe du glacis protecteur pour les différents pays, vous comprenez pas ce qui se passe là. En fait, ce glacis protecteur, on va en parler là, c'est ce qui assure en fait qu'il n'y a aucune menace qui peut arriver d'une manière immédiate. Pour la Russie, le glacis protecteur, c'est de se dire qu'en Ukraine, il y a un gouvernement qui va être plutôt en lien avec la Russie, qui ne va pas chercher de confrontation, qui n'a pas de pouvoir militaire important, et qui ne pourrait pas mettre une armée en branle du jour au lendemain, ou directement viser ces villes avec une arme nucléaire. Et donc vous pouvez aller sur Wikipédia, vous tapez glacis protecteur, ils nous le disent, c'est important, par extension, le terme est employé pour désigner un espace tampon, ménagé par une puissance autour de ses frontières par le contrôle de régions, voire de pays limitrophes, afin d'optimiser la défense de son territoire. Il peut être, dans ce cas, nommé zone démilitarisée. C'est pas pour rien qu'il y a eu plein de zones démilitarisées dans l'histoire. C'est ainsi que la démilitarisation de la rive droite du Rhin en Allemagne et le contrôle par la France des régions frontalières devaient servir de glacis à la fin de la Première Guerre mondiale. De même, dans la doctrine militaire soviétique, l'ensemble des pays, des États qui étaient satellites, voisins à la Russie, à l'URSS à l'époque, fournissaient le recul nécessaire au commandement pour organiser la défense du pays. C'est-à-dire que s'il devait y avoir une menace, vous préférez que la menace, elle arrive à 1000 km de votre capitale, plutôt qu'à 500 km de votre capitale. Parce que ça vous laisse le temps de réagir et la possibilité de maîtriser la guerre. Et je peux faire le parallèle qui est super intéressant avec la guerre de 1940. Si nous, en 40, on s'est effondré, c'est parce qu'il y avait de nouvelles technologies qui permettaient d'avancer très rapidement, c'est la Blitzkrieg. En fait, le fait qu'on ait une armée qui puisse être très proche de Paris en passant par notamment les Ardennes et la Belgique, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu se retourner en fait. Mais si vous possédez un glacis protecteur de pays neutres qui vous permettent d'avoir le temps de réagir, eh bien là vous vous sentez en sécurité. Et encore une fois, c'est la même raison pour laquelle le Mexique n'aura jamais l'arme nucléaire ou n'aura jamais une armée décente. Mais pour autant, on vient critiquer en disant « Oui, mais l'Ukraine c'est un pays souverain, elle devrait faire ce qu'elle voudrait, elle devrait pouvoir faire ce qu'elle veut, avoir l'armée qu'elle voudrait. » D'accord, mais alors faites la même chose avec le Mexique et vous allez tout de suite voir qu'en fait, on peut pas, ça tient pas ce sujet-là. Et donc, l'obsession du commandement militaire, donc toujours pour l'URSS, de disposer d'une zone tampon en Europe renvoie au traumatisme suscité par l'invasion de l'URSS par les armées allemandes de juin 1941. Ça résume tout. À l'époque donc de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS n'avait pas de glacis protecteur. Et donc elle a payé très très cher l'invasion allemande de l'époque. Les armées allemandes étaient positionnées à la frontière de la Russie, de l'URSS, et donc elles pouvaient enclencher une invasion du jour au lendemain et de manière très rapide. Et c'est ça qui a créé un vrai traumatisme en URSS et qui s'est conservé pour la Russie aujourd'hui. La soviétisation de l'Europe de l'Est et la constitution du pacte de Varsovie ont donné à l'URSS un glacis défensif. Ça les a tellement marqués, cette opération, comme nous, ça nous a marqué, en juin 1940, ça nous a marqué aussi. Comme eux, ça les a marqués, ils ont besoin d'un glacis défensif, ils ont besoin que le pays qui soit frontalier à eux ne constitue pas une menace pour eux, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça, vous l'avez compris, que c'était clair, parce que selon moi, c'est le cœur du sujet, en fait.
Et puis dernier point, donc c'est le point qui m'intéresse le plus, les forces donc qui torpillent, qui cassent la logique de l'escalade menant à une possible troisième guerre mondiale. On va prendre quelques exemples. Tout d'abord, donc, suite à la mort de Navalny, pareil, c'est un sujet que je n'ai pas évoqué parce que, voilà, encore une fois, il y avait plein d'autres sujets que j'aurais pu évoquer, mais bon, il fallait aller au plus rapide, au plus concret. On a observé donc un retour de ce sentiment d'escalade, donc depuis cette mort de Navalny. De nouvelles livraisons d'armes, et puis Macron, cerise sur le gâteau, donc qui annonce que l'envoi de troupes au sol ne peut être exclu. Et ça va revenir avec ceux qui avaient vu ma vidéo sur Trump et Q de la dernière fois, mais j'ai encore d'autres éléments qui viennent encore enrichir cette vision. Donc ça, c'est le 26 février. Le 26 février, donc, Macron qui affirme donc que l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne peut être exclu. Donc là, on franchit un palier, hein. Ça tout le monde l'a compris que c'est un palier qui est franchi, c'est plus envoyer juste des munitions ou autre, c'est envoyer des soldats. Et envoyer des soldats, c'est clairement la Troisième Guerre mondiale. Mais le jour où Macron annonce que l'envoi de troupes en Ukraine ne peut être exclu, on a une information qui sort. La question c'est par qui, pourquoi à ce moment-là. On apprend du New York Times donc que 12 bases de la CIA ont été construites à la frontière russe depuis à peu près 2016. Ce qui vient casser complètement le narratif du la Russie a attaqué méchamment l'Ukraine qui était toute gentille. Non, en fait, il y avait des bases militaires de l'armée américaine qui étaient en Ukraine, sous couvert de la CIA, qui étaient à la frontière de la Russie. Encore une fois, on revient sur le glacis protecteur, il n'y a aucun glacis protecteur là. Et puis, en plus de cet argument-là, de ce fait-là, on a encore deux choses qui viennent d'arriver depuis. On a Victoria Nuland, donc qui est sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques, qui va quitter ses fonctions. Et alors pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement parce qu'elle avait joué un rôle important. Excusez-moi, j'ai du mal. Voilà. Elle avait joué donc un rôle important lors de la révolution de Maïdan en 2014. Ça fait le lien avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et c'est l'idée d'une retraite qui est donnée comme raison de son départ. Ce qu'on peut clairement douter en fonction de son âge, en fonction de plein de choses. Donc ce qui est à noter, c'est qu'elle est clairement liée au sujet de l'Ukraine de manière profonde. Elle est liée au coup d'état de Maïdan, encore une fois, et c'est aussi elle qui avait déclaré que Nord Stream serait détruit si la Russie envahissait l'Ukraine. Et pour ces données-là, je vous invite à regarder, alors je suis pas partisan, hein, mais je vous invite à regarder donc les articles de François Asselineau sur Twitter, sur X, puisqu'il a fait tout un trade, hein, on pourrait dire, hein, donc qui mentionne un petit peu cette affaire. Et il essaie de nous expliquer en quoi c'est important que cette affaire sorte. Donc pourquoi est-ce qu'elle a été limogée, par qui et dans quelle intention ? Il faut savoir qu'actuellement il y a une possible enquête ouverte pour corruption, notamment donc sur ce sujet de l'Ukraine. C'est ce que nous dit Asselineau, d'ailleurs il prend les précautions, il nous dit non confirmé à ce stade, hein, mais en tout cas il y a des possibilités pour que ce limogeage soit dû à des affaires de corruption. Or, c'est précisément pour ça qu'on l'avait mis à son poste. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à l'époque, encourageaient le coup d'état de Maïdan, qui voulait monter donc la Russie contre l'Ukraine et la forcer à réagir. Donc c'était des va-t-en-guerre, hein, clairement. Mais ces personnes-là, visiblement, elles sont plus dans le même délire, puisqu'elles sont en train de limoger des personnes qu'elles ont mis là pour faire ça. Alors bien sûr, hein, ça les dédouane eux-mêmes, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour éviter une escalade. Parce que c'est pas rien qu'une personne qui soit aussi impliquée et néfaste à la paix soit évincée à ce moment précis. Donc voilà, là je l'ai passé un petit peu vite ce point, mais je vous invite à aller voir donc sur X, sur François Asselineau ou sur d'autres sites comme vous voulez, mais c'est vrai que lui il en parle plutôt pas mal, il résume pas mal cette donnée. Et puis, autre information encore, les fuites allemandes à propos d'un projet de missile visant le pont de Crimée. Donc on va le regarder ici sur un article du Monde. En Allemagne, le scandale des écoutes de la Luftwaffe par la Russie affaiblit Olaf Scholz. Donc l'opposition demande au chancelier de s'expliquer après la diffusion par Moscou d'une discussion entre officiers supérieurs de l'armée de l'air sur l'hypothèse d'une livraison à l'Ukraine de missiles de croisière Taurus. Je peux rapidement ajouter ceci à propos de la destruction du pont. Nous l'avons étudié de très près, et le pont, malheureusement, à cause de sa taille, ressemble à une piste d'atterrissage. Cela signifie que je pourrais avoir besoin de 10 ou 20 missiles. Il existe une possibilité selon laquelle le Taurus réussira à faire tomber le pont si vous visez les piliers. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire un trou et endommager le pont. Et avant de faire des grandes annonces, nous devons... Je ne défends pas l'idée du pont, je veux juste savoir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste ? À quelle vitesse pourrons-nous les entraîner ? Nous aurons donc besoin de leur donner les données de planification de la mission centralisée sur des images. Il faut aussi leur fournir données de la cible, nous les avons. Mais quand il s'agit d'objectifs aussi petits,
Il faut un peu plus de précision que sur le tableau de bord. Quand il s'agit d'objectifs confirmés, tout est plus facile et relativement rapide à planifier. Alors, moi, ce que je comprends de cette histoire, là, ce qu'on vient de découvrir, tous ensemble, et ça m'a frappé en écoutant cet enregistrement là maintenant, c'est que l'OTAN prend les décisions, fait les missions, prépare tout, le renseignement, information, plan, etc. Et ensuite, elle utilise les soldats ukrainiens comme chair à canon. Et là, c'est un peu le double discours qui s'effondre. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, hein, Macron il a été lâché par tous les dirigeants européens lorsqu'il a dit qu'il fallait envoyer des troupes au sol à l'Ukraine. Aucun pays n'a confirmé ça, donc il s'est retrouvé tout seul. Notamment l'Allemagne qui a tout de suite montré des signes positifs envers la Russie. Ja, Diplomaten statt Granaten ist der Satz, den wir gemeinsam skandieren in Richtung Kreml nach Moskau. Mais on apprend que sous le tapis, derrière le masque de l'Allemagne qui ne veut pas la guerre avec la Russie, eh bien on se rend compte qu'avec ses services de renseignement, elle joue un tout autre jeu. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je le mentionne, c'est que ce genre de choses, c'est ce qu'on pourrait appeler des faux drapeaux, très clairement. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire des choses sous couvert d'organisations militaires secrètes ou sous couvert des services de renseignement pour embraser la situation et faire qu'un conflit mondial devienne en fait aux yeux de la population acceptable. Puisque, encore une fois, la population n'est pas pour la guerre, elle n'est jamais pour la guerre et on est obligé de la forcer, on est obligé de lui montrer des preuves irréfutables qu'on est obligé de faire la guerre parce que c'est vital pour nous. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que cette information sorte. C'est-à-dire qu'encore une fois, s'il n'y avait pas d'opposition au plan de l'État profond et qu'il pouvait avancer comme il voulait, etc., on aurait eu un faux drapeau comme ce qui était prévu là, mais on n'aurait jamais eu la fuite. Et là, on a des fuites qui arrivent de toutes parts. On a des fuites qui arrivent donc sur ce projet allemand. On a des fuites des bases de la CIA en Ukraine, et puis on limoge des personnes qui étaient des va-t-en-guerre et qui étaient mouillées jusqu'au cou dans cette affaire de Maïdan. Et puis, dernier élément en date qui vient de sortir, on a Emmanuel Macron donc, qui prône un soutien sans aucune limite à Kiev, et qui a été en fait tout de suite démenti, puisque Washington répond à Macron et rappelle que Zelensky n'a jamais demandé de combattants étrangers. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé de combattants étrangers? Ils nous l'ont dit, si des soldats étrangers arrivaient demain, ils seraient confrontés à la même pénurie de munitions dramatique que les Ukrainiens. En 10 ans d'agression russe, jamais l'Ukraine n'a demandé l'envoi de troupes étrangères. Donc Macron qui pousse à ce scénario de guerre avec la Russie est à chaque fois démenti soit par ses alliés européens, soit tout simplement par l'Ukraine ou par Washington. Mais il pourrait mentir, pourquoi est-ce que Washington s'oppose à Macron ? Et pourquoi est-ce que l'Ukraine réaffirme également que ça ne changerait rien des soldats étrangers, puisque le gros problème c'est les pénuries de munitions, et qu'ils n'ont tout simplement jamais demandé l'envoi de troupes étrangères. Donc encore une fois, on voit bien que derrière la posture de Macron qui représente totalement l'État profond et les volontés de l'OTAN de rentrer en conflit militaire avec la Russie, on a derrière des poids politiques, militaires, qui viennent casser cette rhétorique à chaque fois que elle monte d'un cran. Et ça, c'est clairement positif, parce que ça nous montre qu'il y a des personnes au pouvoir, qui ont une influence et qui ont un pouvoir politique, qui refusent de partir dans cet engrenage. Donc, pour moi, je ne pense pas que nous nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale. Déjà, c'est parce que les médias nous poussent vraiment à le penser. Donc ça, c'est un premier point. Ça fait longtemps qu'on agite cette menace. On nous la ramène plusieurs fois, mais on nous l'agite toujours, mais ça ne se produit pas. Et encore une fois, ça ne se produit pas par magie, mais parce qu'il y a des événements, il y a des fuites, il y a des personnes qui ont un pouvoir, qui arrivent à sortir des informations à des moments clés. Si vous n'avez pas l'information sur la CIA qui sort le même jour que l'allocution de Macron, ça ne vient pas casser sa dynamique. Peut-être que d'ailleurs d'autres pays auraient réagi différemment que comme ils ont réagi. Pareil pour le limogeage ici, et pareil pour la fuite allemande. Donc je pense qu'on agite ça pour plusieurs raisons. La première, c'est faire peur aux gens. Je pense que la crise du Covid a montré que les pouvoirs en place adoraient faire peur aux gens parce que ça demande une réaction des gens. Ça permet aussi de plus facilement les contrôler et de contrôler ce qu'ils pensent. Et puis, il y a eu plein d'autres choses sur lesquelles on nous a dit attention, c'est la catastrophe sur l'énergie, je pense, par exemple. Attention, on va plus avoir d'électricité. On nous a fait peur avec les punaises de lit, on nous a fait ensuite peur avec Israël, avec potentiellement encore une fois une troisième guerre mondiale.
Donc moi j'ai un peu ce sentiment qu'on agite toutes sortes de peurs d'événements qui finalement ne se produisent jamais. Et on passe tout de suite d'une peur à une autre sans faire le deuil de cette peur. C'est-à-dire que on a fini le Covid qui était la peur absolue, mais finalement on est encore, la plupart on est encore là. Pareil pour l'énergie, finalement ça n'a pas été aussi dramatique que ce qu'on pouvait penser. D'ailleurs je le dis parce que moi je m'y étais préparé à ça et en fait je me suis rendu compte que finalement j'étais peut-être tombé dans un panneau parce que j'ai fait un peu les démarches pour devenir indépendant énergétiquement et tout ça. Je le regrette pas hein, d'ailleurs, mais je veux dire que finalement il s'est rien passé de fou. À part avoir peut-être eu une coupure un hiver, c'est tout quoi. Mais par rapport à ce qu'on nous annonçait, ça n'a rien à voir. Hein. On nous annonçait qu'il n'y aurait même plus d'électricité pour les feux, pour les feux tricolores, pour la circulation, enfin bref, on nous agitait tellement de peurs qui finalement ne sont jamais produites. Donc je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tombent un peu dans la peur ou dans le désespoir, mais moi j'ai envie de dire qu'il y a plein de choses qui sont factuelles, qui nous prouvent qu'en fait on n'a pas à être aussi désespéré et à avoir aussi peur et à nous sous-estimer parce que je pense qu'en face ils essayent de faire en sorte de nous montrer qu'ils sont extrêmement puissants alors qu'en fait ils ne le sont pas. Et c'est vrai que c'est toute la stratégie Sun Tzu, hein. C'est montrer que vous êtes faible lorsque vous êtes fort, et c'est montrer que vous êtes fort lorsque vous êtes faible. Et il me semble que depuis le Covid, ils font tout, mais absolument tout pour nous montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont imbattables, qu'il n'y a même pas d'opposition en face, et que c'est que de l'opposition contrôlée, que les gens, du coup, tombent dans la peur, et tombent dans la panique, et tombent dans le désespoir, mais en fait, si on regarde les faits, ils sont pas du tout aussi puissants que ce qu'ils veulent nous montrer. Ça, je voulais vraiment insister, j'espère que vous m'avez bien entendu sur ce point. Et puis, après, je peux me tromper encore une fois, hein. Je suis pas là encore une fois pour dire que j'ai la vérité ou pour dire que j'ai tout compris ou autre, c'est une vision. Après, vous la partagez pas, il n'y a aucun souci. Et puis aussi, hein, sans doute, le fait aussi de faire accepter la défaite de l'Occident. Parce que, encore une fois, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si l'Ukraine perd, c'est une défaite de l'Occident, il va falloir la faire accepter. Il va falloir trouver un narratif pour la population pour sauver un peu la face, d'accord ? Donc en argumentant qu'on a perdu la guerre, mais seulement parce qu'on n'a pas voulu embraser le monde, je trouve là un argument qui pourrait être facilement donné. Je dis pas que ce sera celui-là, hein, ça peut être plein d'autres, mais c'est vrai que c'est un argument qui me titille un petit peu. Maintenant, je ne nie pas qu'il y ait une volonté de pousser à la Troisième Guerre mondiale, clairement, pour certaines factions, Macron, certains dirigeants occidentaux qui poussent à ça. Mais comme on l'a vu sur le dernier point, ces efforts belliqueux sont rapidement mis à mal par un bloc qui ne veut pas de cette Troisième Guerre mondiale. Et donc pour vous expliquer cela, en fait, ça part du principe que l'OTAN est à l'agonie actuellement. Et comment est-ce qu'on pourrait annoncer ça, le fait que l'OTAN soit à l'agonie actuellement ? Tout d'abord, suite aux révélations de Mike Pence, qui ont fait du bruit, vous pouvez aller sur X et aller sur la page de Tucker Carlson, qui a fait l'interview avec Mike Pence, juste après celle de Vladimir Poutine. Et bien dans cette vidéo, c'est peut-être la vidéo qu'il faut voir en fait, parce que moi de l'avoir vu, et ça a fait le même effet par exemple pour Alexis de Radio-Québec, c'est que on arrivait à voir l'ensemble du plan, on arrivait à voir de l'adversaire, j'entends, on arrivait à voir l'ensemble du plan, on reconstituait les puzzles, on se rendait compte de comment est-ce que toute la censure s'est mise en place, pourquoi est-ce qu'on parle de désinformation russe aujourd'hui. Bref, je vais essayer de vous faire un condensé de ça, mais voilà, condenser 1 heure qui sont super intéressantes en quelques minutes, c'est compliqué. Je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Donc cette vidéo déjà, elle a fait 33 millions de vues, donc c'est quand même énorme. Et donc c'est sans doute la vidéo vraiment la plus importante à voir. Ça vous permet de faire du lien. Donc on y apprend quoi ? On y apprend que, donc d'un spécialiste mondial qui est Mike Pence, donc de cybernétique, que l'OTAN a longtemps utilisé des stratégies de déstabilisation dans d'autres pays. C'est ce qu'on appelait les révolutions colorées. D'accord ? Donc dès qu'un dirigeant parvenait au pouvoir dans des pays qui ne nous plaisaient pas, et automatiquement on venait le remplacer. Et comment on le remplaçait ? Il faut vous dire que dans ces pays-là, des pays très autoritaires, les médias sont complètement corrompus et donc vont aider le futur dirigeant. Donc la seule manière d'impacter sur ce pays, c'est de passer par Internet et d'utiliser la liberté d'expression pour manipuler l'opinion des gens et faire en sorte qu'ils élisent un autre président. Ou mener des révolutions, ce genre de choses. Mais d'abord, ça passe par l'endoctrinement. Et maintenant, ce qui se produit, c'est qu'en fait, toutes ces armes qu'elle a utilisées donc dans d'autres pays, pour le bien des États-Unis, eh bien aujourd'hui ça se retourne contre nous, ça se retourne contre l'Occident, contre les États-Unis, contre les pays d'Europe. Et donc les armes qu'elle utilisait avant donc dans ces pays-là, maintenant, c'est utilisé contre leur propre population. Et en fait, c'est ce qui vient expliquer plein de choses. C'est ce qui vient expliquer le Russiagate aux États-Unis, où on a accusé Trump donc d'être un agent russe, ce qui a permis, sous couvert de sécurité nationale, de lutte contre la désinformation russe,
On en parle de plus en plus maintenant en Europe, c'est le sujet numéro 1, le danger numéro 1, c'est la désinformation russe. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils nous balancent tout ce narratif? C'est pas pour rien, parce que ça fait appel à la sécurité nationale, et comme c'est sous couvert de sécurité nationale, c'est open bar, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, comme écouter illégalement la campagne de Trump en 2016. Parce qu'en fait, ils partaient du postulat que Trump c'est un agent russe, donc il y a un président qui est dans notre pays, qui est un agent d'un autre pays, donc automatiquement, on est en capacité d'écouter sa campagne, on est en capacité de faire plein de choses, ou de le destituer. C'est ce qui explique aussi toute la censure sur Internet, parce qu'avant, l'OTAN se servait de la liberté d'expression sur Internet pour renverser donc, les dirigeants, et puis maintenant, ils ont changé de doctrine, puisqu'en fait, ils se sont rendus compte que depuis quelques années, eh bien, en fait, les personnes utilisent cette liberté d'expression d'une mauvaise façon. C'est-à-dire qu'ils commençaient à voter pour des personnes qu'on ne voulait pas. Par exemple, ils ont voté le Brexit au Royaume-Uni, ils ont voté pour Trump aux États-Unis en 2016. Donc là, ils se sont rendus compte que la liberté d'expression commençait à avoir un impact négatif sur leur propre plan, leur propre agenda, et c'est là qu'on est rentré dans une phase totalement haute, c'est-à-dire la censure d'Internet. Donc voilà, c'est vraiment, s'il y a une vidéo à voir, franchement, allez la voir, elle dure 1 heure sur la page de Tucker Carlson sur X. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pourquoi je dis donc que l'OTAN est à l'agonie, parce que en plus de ça, on a Trump qui est le favori pour les prochaines élections, et lui, il veut complètement changer de cap, c'est-à-dire qu'il veut passer d'une OTAN qui s'étend de plus en plus sans arrêt, qui est devenue en fait depuis quelques années, c'est ce que disait un peu à son époque Kennedy, ou d'autres encore, sur le complexe militaro-industriel qui devient trop puissant. En fait, c'était quoi derrière ça? C'était l'OTAN. Et l'OTAN, c'est devenu une machine tellement incontrôlable qu'elle est pratiquement en capacité de produire des guerres sans le consentement des présidents aux États-Unis. Et Trump, lui, il veut complètement casser cette OTAN qui s'ingère dans tous les conflits possibles, ici en Ukraine et puis plus tard peut-être à Taïwan. Et bien en fait, il veut en finir avec ça parce que c'est cause en fait de désordre complet et ça peut mener à la Troisième Guerre mondiale comme on le voit actuellement. Et de passer sur une position qui est indépendantiste, eh bien en fait, ça casse complètement les enjeux de l'État profond et du complexe militaro-industriel. C'est ce que j'ai évoqué, encore une fois, lors de ma dernière vidéo sur Trump et Q et l'opposition contrôlée. Et donc, si l'OTAN perd la guerre en Ukraine, c'est le dernier clou dans le cercueil. C'est pour ça qu'il y a cette volonté de Troisième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ils font vraiment tout pour rentrer en guerre contre la Russie et que ça dérape, parce qu'ils veulent cacher leur propre bilan. Ils sont clairement dans l'eau chaude, donc eux, leur seule solution, c'est la fuite en avant. President Putin actually sent a draft treaty that he wanted NATO to sign to promise no more NATO enlargement. That was what he sent us. And that was a precondition for not invade Ukraine. Of course, we didn't sign that. Hey. So he went to war to prevent NATO, more NATO close to his borders. C'est le mec de l'OTAN, ça. Hein. Enfin, c'est un... Stoltenberg. C'est pas n'importe... Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, là, le bonhomme? Il nous dit que la Russie a proposé un accord à l'OTAN pour arrêter son expansion, parce que si l'OTAN continue à expandre ses frontières, ça va poser un problème et la Russie se défendra. Ok? Et le mec, il dit, bien sûr, on n'a pas signé ça, et après, machin. Maintenant, regardez comment les médias mainstream parlent de ça, et pensez au framework des armes. To war to prevent NATO, more NATO close to its borders. Donc, le problème, c'est l'expansion de l'OTAN. D'accord? C'est la Russie, elle a un problème avec la politique expansionniste de l'OTAN. Écoutez les médias mainstream. Flashback. This is fundamentally not about NATO expansion. It was never about NATO enlargement. It's not about NATO. It's not about NATO expanding toward Russia. This was never about NATO. It's absolutely nothing to do with NATO expansionism. And it has nothing to do with NATO. This is not about NATO. It's not about NATO. It's not really about NATO. This is not about NATO. Seriously, it's not about NATO. This was never about NATO. It was never about NATO. Let's be honest. This doesn't have anything to do with NATO. Nothing to do with NATO at all. Yeah, he's claiming it's like security purposes, but we can see the clear reason. But NATO is not the reason. This is not about NATO expansion. This is about the democratic expansion. Et je tiens à préciser quand même que on en parle actuellement de risque de Troisième Guerre mondiale, de guerre nucléaire et tout ça. Eh bien, il y a des posts de Q qui parlent de ça. Alors encore une fois,
Q ne le dit pas explicitement, c'est de l'interprétation qu'on peut en faire, donc quand on est dans l'interprétation, il faut faire les warnings, attention, ce que je dis là est peut-être faux, c'est peut-être mal interprété. En tout cas, il parle beaucoup de notion de précipice. Il dit donc nous sommes donc au précipice, donc nous sommes dans le précipice, et là on dit swamp fighting back, donc c'est-à-dire que le marais est en train de contre-attaquer, il faut rester calme. Nous sommes là pour cette raison, et les patriotes sont en contrôle. Donc en fait, ce qui sous-entend, si on l'interprète bien dans le contexte actuel, c'est que l'humanité va être projetée jusqu'au précipice, c'est-à-dire la somme de toutes les peurs, comme le disait Q aussi. La somme de toutes les peurs, c'est quoi? C'est une guerre mondiale, une guerre atomique. Et donc, il en fait plusieurs de posts là-dessus, où il nous dit en fait tout simplement que, ça va permettre de réveiller les gens en fait sur ce qui se passe, encore une fois, comme avec la période du Covid. On est obligé de passer par cette phase-là pour se rendre compte qu'en fait l'OTAN c'est pas du tout ce qu'on pensait. C'est à cause de l'OTAN qu'il y a de la déstabilisation au niveau du monde et qu'on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Et donc on nous dit, only at the precipice will people find to will to change. On en a encore un ici, only then, at the precipice, will people find the will to change. Encore une fois, donc c'est au précipice que les gens vont comprendre ce qui se passe et vont changer. Et quand les gens vont comprendre que l'OTAN, c'était pas du tout ce qu'ils pensaient, c'était pas une organisation militaire qui visait à défendre les démocraties partout dans le monde, mais plutôt à conquérir certains territoires, ou à rentrer en confrontation avec des pays tout simplement qui ne veulent pas avoir des bases de l'OTAN juste à leurs frontières, eh bien Q nous avertit de tout ça, il nous avertit qu'on va arriver à un moment du précipice. Donc si on l'interprète bien, encore une fois, on peut critiquer ça puisque c'est de l'interprétation, il n'y a aucun souci, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été analysé il y a très longtemps, ces posts de Q là sur le précipice, c'est des posts qui ont été analysés il y a longtemps, et il y avait plusieurs possibilités. Alors certains avaient parlé à l'époque du Covid, et puis d'autres se disaient, en fait la somme de toutes les peurs c'est quoi? C'est une guerre nucléaire. Et bingo, on y est presque. Mais Q nous dit très clairement que dans cette phase-là, il va pas falloir avoir peur, il va falloir rester calme, parce qu'en fait tout ça c'est théâtralisé pour que l'OTAN se montre avec son vrai visage, et que les gens comprennent que l'OTAN c'est ce qui nous pousse vers la guerre, et que les gens demandent à ce que on arrête avec cette machine de guerre. Aujourd'hui, l'ennemi principal, c'est l'OTAN. Voilà, et je pense que c'est quand même le message positif de cette vidéo, c'est que, selon moi, on se dirige pas vers la 3e guerre mondiale. Je vous incite aussi à regarder d'autres chaînes qui ont essayé de décortiquer ce point-là, comme Radio-Québec, qui le fait très très bien. Ça fait depuis le début du conflit qui maintient cette position. Il est sûr qu'il n'y aura pas de 3e guerre mondiale, alors qu'il y a des moments où on s'en est rapproché, il y a des moments où on brandissait ce drapeau, attention, attention, et puis finalement il se passe rien. Et il se passe rien, même c'est pire que ça, c'est que les efforts qui sont déployés sont vite sapés en fait par des personnes qui ont des informations, qui ont du pouvoir, et qui permettent en fait de contrebalancer, et qui permettent d'empêcher que cette guerre ne s'embrase. Donc voilà, on finit sur cette bonne note. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça enrichira un petit peu le débat. Encore une fois, je vais pas le dire peut-être à toutes les vidéos, mais je suis pas là pour convaincre ceux qui sont pas d'accord avec ce que j'ai dit ici, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre dans le commentaire les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi mettre les points sur lesquels j'ai peut-être fait des erreurs. Il n'y a aucun souci. Et puis, pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous aimeriez comme format. Est-ce que ce format-là, avec les cartes mentales, ça vous plaît, le fait d'être sur un seul thème, ou est-ce que vous préfériez peut-être plutôt une analyse de l'actualité un peu plus fréquente? Voilà. Merci à vous, et puis à très bientôt. Allez, bye.